Donc, écoutez, moi je vais quand même reprendre un peu le fil de l'agriculture et du climat. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on constate un réchauffement climatique, une perte de la biodiversité. On peut l'expliquer, il faut expliquer, on ne peut pas s'en revenir. L'histoire de la souveraineté alimentaire, on n'a pas tout à fait la même conception. Pour moi, la souveraineté alimentaire, c'est l'autosuffisance et c'est nourrir son peuple. Mais bon, je ne sais pas, il faut, par rapport à Denis, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'après-guerre, il fallait nourrir la France et il fallait nourrir l'Europe. Donc on a modernisé l'agriculture d'une certaine façon. Hein, on ne s'est pas trop occupé, il fallait nourrir le pays. Et donc on a modernisé. On avait aussi un appui avec des prix garantis à l'époque, hein, qui appuyaient bien ce lancement. Donc on a modernisé, on a remembré. Ce qui a causé la perte des haies, hein, que vous n'avez plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de haies. On a remembré de façon importante. On a drainé des zones humides, chose aujourd'hui qui ne pourrait plus se faire. Et on a produit beaucoup. On a fait des surstocks. Et en plus, on a introduit les pesticides pour avoir plus de rendement et se substituer aussi à une main-d'œuvre. Hein. Il faut savoir que ça permettait à des agriculteurs de pouvoir travailler plus simplement. Après, on avait quand même déjà des alertes de changement climatique, mais aucun secteur ne s'est senti quelque part concerné, ni l'énergie, ou du moins peut-être concerné. Mais personne n'a pris au sérieux. Je crois qu'on avait beaucoup de climato-sceptiques encore hein, dans ces années-là. Donc, on pensait que ça durerait comme ça tout le temps. Donc l'agriculture, elle s'est d'un seul coup dessinée dans notre pays avec des régions spécialisées, des territoires spécialisés, et qui ont peu à peu fait disparaître la polyculture élevage, qui était quand même une garantie pour les sols, des compléments de l'humus, des choses... voilà, et on a développé des agricultures hyper spécialisées, pour des filières longues, pour nourrir les gens dans les métropoles aussi. Hein, voilà. Et là, on a commencé à avoir une empreinte environnementale importante. On a aussi apporté beaucoup de soja. Toute l'Amérique du Sud s'est mise à faire du soja pour nos animaux. Et ça, c'est une empreinte environnementale très coûteuse pour la planète, puisqu'on sait qu'on a déforesté pour faire des champs de soja. Voilà. Donc, il y a eu après le grand tournant. Moi, c'est ce que je dis, le grand tournant, c'est les surstocks. 92, on se dit, bon, réforme de la PAC. La première fois, on utilise ce mot PAC, politique agricole commune. Puis après, déjà, on commence à parler on supprime les prix garantis, on veut moins de production. C'est compliqué. Après 2003, c'est la grande bascule, c'est le grand tournant, puisque là, on aide les agriculteurs. Hein. Il faut quand même savoir que juste... quelques filières sont aidées hein, par la politique agricole commune. Tout le monde pense que tous les agriculteurs sont aidés. Ça ne concerne que les ruminants et les céréaliers. Donc, d'un seul coup, on bascule et on dit, bah, écoutez, vous allez avoir des aides à l'hectare, et puis vous produisez pas. Donc, c'est quelque chose qui est désarmant pour la profession, je pense. Donc, on a ces années-là... on ne s'est pas occupé, on n'a jamais orienté vers le bio, vers une agriculture autonome, vers une agriculture... On ne s'occupait pas encore ces années-là de ce qui se passe aujourd'hui. Donc après, moi je dis que le grand déclic, c'est les 2 scandales alimentaires qu'on a eus, c'est la vache folle. C'est là que les consommateurs, voilà, vous êtes là, vous vous intéressez à l'agriculture depuis ce temps-là. Parce qu'on se dit, eh bien ma foi, les consommateurs se disent, mais que se passe-t-il? Il faut qu'on aille voir près des fermes. Et là, on commence à avoir l'engouement pour les produits locaux, pour les produits... Le consommateur, quelque part, il veut savoir ce qui se passe, il veut savoir d'où ça vient. Et vous savez, bon, le bio, effectivement, se lance aussi. Hein. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez appuyé ces agricultures-là hein, dans la PAC. Mais bon, ceci dit, aujourd'hui, le consommateur, il est là. Et les sondages européens, c'est que le consommateur, ce qui privilégie, c'est le bio, mais c'est surtout le produit local. Parce que quelque part, la confiance est perdue. Il faut retourner. Et qu'est-ce qui permet à la traçabilité? C'est ces métronomes-là hein, qui arrivent, hein, qui vont perturber
la consommation, et d'un seul coup, l'agriculteur, moi je suis du métier, hein, je suis agricultrice, donc je sais très bien que d'un seul coup, on va nous demander des comptes, on va nous demander d'être transparent, de faire des chartes, voilà, on va nous demander plein de choses, on va le faire, parce qu'on pense que le consommateur, c'est notre acheteur, hein, c'est chez lui que ça va. Donc la région, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? La région, en 2019, suite à un travail avec 450 chercheurs éco-bio sur la perte de la biodiversité et Acclimatera sur le réchauffement climatique, lance la feuille de route Néoterra en 2019, hein, qu'on signe à l'unanimité, et qui dedans met 11 objectifs transversaux, dont celui de l'agroécologie, hein, en priorité. Donc, l'agroécologie, objectif 2030, sortir des pesticides de synthèse, arrêt de l'utilisation des substances CMR, c'est des pesticides qui peuvent provoquer des maladies cancérigènes. 80% des exploitations en AB ou HVE, haute valeur environnementale, 30% des produits bio cantine, et en plus du local qui est déjà pratiqué, et 30% des exploitations en circuit court. Voilà. Ça, c'est ce qu'on met. C'est ce qu'on met en objectif. Et on met aussi, très intéressant, sans unité de micro-méthanisation. J'insiste bien, micro. C'est-à-dire que c'est fait pour des agriculteurs. C'est pas fait pour des... C'est pas les grosses machines comme on voit qui posent problème à tout le monde. C'est des petites méthanisations qui permettent aux agriculteurs de transformer leur fumier, leurs déchets et de pouvoir remettre sur la terre. Alors, donc après, on a donc une ambition. On a signé un pacte régional bio en 2000, je crois, 2017 ou 2018, où on désire mettre 15% de la surface et 11% des exploitations en 2022. 20% de bio sur la cantine. Aujourd'hui, on a 15%, puisqu'on a fait le travail bio et local dans toutes les cantines des lycées de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a ce qu'on appelle des mesures agro-environnementales climatiques. Il y a 6550 agriculteurs qui ont pris, c'est-à-dire c'est des mesures de conduite qui permettent d'atténuer le changement climatique. On a des investissements, on a un gros soutien à l'investissement qui est le plan de compétitivité des exploitations agricoles, qui est en grande partie avec l'argent du FEADER. Et là, sur les végétaux, on a orienté, on a mis des priorités, hein, dans le soutien aux investissements. C'est la sortie des pesticides pour les végétaux. Les animaux, c'est la conditionnalité, le bien-être, la biosécurité et l'autonomie alimentaire. Très important, parce que là, on revient encore à nos histoires de protéines. Hein. La transformation à la ferme et un soutien spécifique de l'agroforesterie. Après, naturellement, Denis en a parlé, on a dit qu'il faut mettre aussi des moyens sur l'accompagnement, parce qu'on ne peut pas avoir des parcours, on ne peut pas imposer aux agriculteurs des parcours sans réponse. Parce que ce n'est pas un souci. Hein. S'ils n'ont pas de réponse, ils arrêtent la production. Donc, ils font autre chose. Donc, ce n'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est que tout le monde puisse suivre. Il ne faut pas mettre les agriculteurs dans un impasse technique. Après, naturellement, on accompagne tous les transferts de connaissances, l'innovation en agriculture. Donc après, les trois problèmes principaux, écoutez, du changement climatique, pour moi, c'est l'eau. Donc là, il y a un vrai débat, parce que quand même, on veut du maraîchage, on veut certaines choses, et sans eau, je ne sais pas trop comment on fait ça. Et donc il y a l'histoire du partage de l'eau, c'est un vrai sujet avec de société, de débat, comme monsieur le député l'a dit, voilà, parce que tout le monde a son droit à l'eau. Il y a le pacte alimentaire, hein, que nous avons fait avec tous les partenaires agricoles, que ce soit de la coopérative aux fédérations bio, en passant par les gestionnaires de cantines, de lycées, de collèges. Même la grande distribution est venue, l'hôtellerie, tous les réseaux agricoles sont venus en plus, y compris maintenant, on descend plus bas, on descend sur la distribution. Parce que le but quand même, c'est si on veut faire du local et faire des choses, parce que Denis l'a bien dit, il y a quand même l'empreinte de toute cette logistique, il faut peut-être redescendre sur du local, c'est ce que veut le consommateur, mais ça ne se fait pas comme ça se fait en mettant en place tous les acteurs
Effectivement, nous, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on travaille sur le sujet avec la feuille de route. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans les cantines scolaires, on est bientôt à 50% de local. Hein. Sur tous les lycées de la Nouvelle-Aquitaine, ça commence à faire du bruit. Tout ça en marché public, hein. Ce n'est pas du gré à gré, c'est quelque chose de solide. Et on s'aperçoit que petit à petit, tout le monde, les grossistes, les fournisseurs, là, ils se sont mis à proposer des produits locaux, tracés avec des produits. Parce que c'est peut-être ça la solution aussi. On ne va pas mettre tous les agriculteurs avec une petite voiture pour livrer des cantines. Il faut être sérieux, il y a des gens qui habitent dans les métropoles, on a besoin de régularité, il nous faut quelque chose de solide. Et ça, c'est la signature du pacte alimentaire dont on est, je crois, assez fiers et qui nous reste maintenant à continuer. Après, il y avait ce petit focus sur l'élevage. Je finis, c'est terminé. Donc, Denis a parlé et Madame a parlé des gaz à effet de serre, hein, les 30-42%. Bon, en Nouvelle-Aquitaine, c'est peut-être une maigre consolation, mais on a 30%. Parce qu'on a beaucoup d'élevage à l'herbe, et 80% est à l'herbe, et on a moins d'élevage peut-être intensif. Et et sachez qu'à travers les prairies, on recapte 10% hein, des gaz à effet de serre. Donc après, ben écoutez, moi, l'éleveuse, je vais vous dire quand même que l'élevage, ça entretient le territoire, ça permet d'éviter que la forêt et le taillis, que des territoires disparaissent, et ça sera nécessaire pour les cultures, parce qu'on sait aujourd'hui que de l'agroécologie, on n'en fera que si on a de la polyculture élevage, parce qu'on sait que le sol a besoin de l'engrais des animaux.